Nous sommes ici au domaine provincial de Cheftogne, dans la province de Namur, où s'est déroulée la traditionnelle fête des familles du CDH. Une matinée de réflexion sur la place des familles dans la société aujourd'hui, mais également un moment festif, convivial, à l'occasion d'un anniversaire, les 9 ans du CDH. Je crois que si l'objectif de la politique c'est le bonheur humain, évidemment que les familles c'est le premier et prioritaire espace, je pense, du bonheur humain. À la veille de la Journée internationale des familles, le CDH a dévoilé 9 propositions pour améliorer leur situation quotidienne et financière, mais aussi pour s'adapter au mieux à la réalité des familles au XXIe siècle. C'est essentiellement pour nous l'occasion, avec Melchior Wathelet, secrétaire d'État aux familles, de dire que les familles ont changé et qu'il faut pouvoir les accompagner politiquement. Vous avez les familles dites traditionnelles, les familles recomposées, les familles monoparentales, d'autres formes de parentalité qui se créent, le statut des beaux-parents qui doit être étudié. Et c'est vrai que c'est l'occasion pour nous d'avoir quelques pistes que l'on souhaiterait développer pour les années à venir. C'est notamment sur la question du temps, de pouvoir avoir un compte épargne-temps pour chacun des travailleurs, pour qu'on puisse prendre effectivement le temps nécessaire pour accompagner nos familles dans les différentes situations de vie qu'on connaît. Les modèles de famille ont énormément évolué ces dernières années et la législation elle n'est pas toujours adaptée, notamment dans le cas des familles recomposées. C'est vrai, un exemple type, on demande de pouvoir aujourd'hui avoir un montant unique pour les allocations familiales parce qu'on sait que la problématique des recompositions a un impact sur les différents montants. Comment déterminer le rang de l'enfant dans une famille recomposée? Le CDH propose donc une allocation de 160 € par mois pour tous les enfants. En matière de fiscalité aussi, il y a la volonté de mieux prendre en compte la dimension familiale. Aujourd'hui, on se rend compte que les enfants à charge, le troisième enfant à charge est très rentable, tandis que le deuxième pas du tout. Donc on veut lisser cela avec aussi des possibilités d'améliorer les prêts hypothécaires. Quand vous achetez une maison, eh bien vous avez la même déductibilité pour votre prêt que vous achetiez un appartement pour une personne ou une maison pour 4 enfants. Enfin, les humanistes veulent tendre vers une accessibilité pour tous à des services d'accueil et d'accompagnement via le chèque famille. Le chèque famille, c'est d'avoir l'employeur qui peut donner et payer ses employés en chèque famille, qui permet aux familles d'avoir une disponibilité à toute une série de services, que ce soit l'ONE, mais que ce soit d'autres services pour les gardes d'enfants, pour les tâches ménagères à la maison, toutes ces dimensions de travail familial qui pourraient être payées par ces différents chèques famille, et de pouvoir aussi avoir accès à des maisons de famille au sein des différentes communes, un peu partout en Belgique, pour regrouper l'ensemble des services qui aujourd'hui concernent les familles. Vous savez, le citoyen, qu'un service soit fédéral, communal, communauté régionale, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est le service pour ses enfants et pour sa famille. Parmi les propositions du CDH, il y a encore la mise en place du tribunal de la famille, qui a déjà fait l'objet d'une proposition de loi, et la création de l'Observatoire européen de la politique des familles. Début mai, le sénateur Francis Delperrey a publié son petit abécédaire politique et dans cet ouvrage, il rapporte lettre après lettre les réflexions que l'actualité politique a pu générer depuis plus d'1 an. L'abécédaire politique en images. Du A d'affaires courantes au Z de Zwarte Piet, le sénateur Francis Delperrey a retracé avec humour et pertinence l'actualité de 2010 et du premier trimestre 2011 dans son petit abécédaire politique. Je suis de ceux qui se disent que nous n'aurons probablement pas de gouvernement avant l'été. Et que par conséquent, le moment est peut-être venu de réfléchir un petit peu plus à fond, de reprendre un peu aussi les événements qui se sont écoulés, de jeter un regard critique sur ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait. Ça, c'est peut-être l'utilité de ce genre de démarche. Et alors les mots les plus originaux selon vous, ceux qui sont assez cocasses Je pense que bestiaire est par exemple étonnant, mais j'essaye de montrer à travers quelques animaux les comportements qui devraient être ceux des Belges en période de crise. Il y a des interjections aussi comme « oh », qui peut exprimer la stupéfaction, la crainte, la méfiance, etc. Il y a des mots un peu plus savants comme « zizanie ». Sous la lettre Z, la zizanie, qui est évidemment ce poison qui se met dans les rouages d'un système politique et que certains tentent évidemment d'attiser.
Après le grand succès des carrefours de l'éducation en 2009 avec 64 rencontres débats un peu partout en communauté française, il a été décidé de relancer une série de 3 rencontres débats au printemps 2011. Le premier rendez-vous a été consacré à l'urgence de créer des écoles à Bruxelles et à l'occasion du deuxième carrefour, on a plutôt évoqué la thématique des nouvelles pédagogies. Je vous propose d'écouter à ce sujet Julie De Groot qui est à l'initiative de ces carrefours de l'éducation avec Marie-Dominique Simonet et Joël Milquet. Aujourd'hui, ça décapait vraiment au CDH. On parlait des pédagogies innovantes et on a des directeurs qui préconisent la méthode Freinet, par exemple, qui disent fini le CEB, fini les notations. Et je pense que c'est vraiment ça qu'il faut faire. C'est un processus. Le premier carrefour, c'était sur les briques, voire les containers des classes à créer pour faire face aux défis démographiques. Aujourd'hui, voilà, on a cassé les murs et la pensée, elle a été très loin. Les experts invités à ce second carrefour de l'éducation ont commencé par s'interroger sur les raisons qui les poussent à prôner des nouvelles formes de pédagogie. On pourrait d'abord réfléchir au pourquoi. Il faut transformer les méthodes. Il faut les transformer parce qu'il faut fabriquer, il faut former des citoyens différents, c'est-à-dire des citoyens réactifs, qui s'indignent, qui s'engagent, pour reprendre les mots de Stéphane Hessel, qui réalisent et qui se groupent pour une transformation de société. Plus de passivité, plus de concurrence. Place ensuite aux exemples concrets avec le témoignage du directeur d'une école appliquant un type de pédagogie nouvelle. L'idée, c'est que nous essayons de mener les enfants au travers d'une attitude autonome et responsable à un ensemble de compétences. Alors, concrètement, les enfants bénéficient d'une très grande liberté de mouvement. C'est-à-dire qu'ils arrivent, par exemple, ils arrivent le matin à l'école, ils vont dans leurs locaux, il n'y a pas d'adultes, il n'y a pas de surveillance, il n'y a pas... Voilà, c'est le groupe qui s'autogère. Pour les apprentissages, ils font des projets personnels qu'ils essayent de mener à bien, ils ont toutes sortes de sources d'informations. Au-delà du monde enseignant, ce sont aussi des représentants du monde politique qui participent au carrefour de l'éducation. Ce genre de débat, d'une part, nous conforte dans l'idée que le rôle du politique est de rendre possible, par des stratégies globales, ce qui se vit au niveau local. Et donc, le rôle du politique n'est pas de dire aux acteurs de terrain ce qu'ils ont à faire, même pas de leur montrer comment le faire, mais de créer des conditions optimales pour que des démarches innovantes émergent, soient à un moment donné connues, soient diffusées, avec évidemment certaines balises. Ça, c'est le rôle du politique. Car le but de ces débats est aussi de pouvoir éclairer l'action du politique. Et pour toutes celles et ceux que ces rendez-vous intéressent, sachez que le prochain carrefour de l'éducation aura lieu au CDH le jeudi 9 juin à midi. Il aura pour thème le pilotage scolaire. Une autre série intéressante de rencontres débats organisées ces jours-ci au CDH, les duos du patrimoine. Ces duos confrontent l'avis de 2 experts sur différentes thématiques comme l'impact du patrimoine sur le tourisme, l'emploi et l'économie, ou encore la question du classement du patrimoine contemporain. Reportage. Bruxelles regorge de joyaux architecturaux et pourtant de nombreux bâtiments de valeur ne sont pas protégés. Alors quels monuments classés et selon quels critères ? Le boom démographique représente-t-il une menace pour le patrimoine ? Le classement est-il un facteur de paralysie ? Autant de questions abordées lors des duos du patrimoine, une série de 4 rencontres débats organisées par le groupe CDH au Parlement bruxellois. On sait aujourd'hui qu'il y a près de 3500 biens classés à Bruxelles. On est passé entre 1993 et aujourd'hui de 300 à 3500, donc c'est important, c'est 1,5% du bâti. C'est dire si les normes ont évolué, si les mentalités ont évolué. Et il nous importait de faire aujourd'hui le tour de la question, mais surtout dans ces aspects transversaux, c'est-à-dire le patrimoine et l'économie. Qu'est-ce que ça génère aujourd'hui en matière aussi d'emploi, de formation des jeunes sur des métiers d'avenir, des métiers durables pour lesquels on cherche une expertise. Et puis, qu'est-ce que c'est aussi le patrimoine croisé avec le tourisme ? Qu'est-ce que le patrimoine sous l'angle aussi de l'architecture contemporaine ? Comment les concilier ? Et puis, dernier aspect qui intéresse beaucoup aujourd'hui de nos mandataires, mais aussi des citoyens, c'est patrimoine et la performance énergétique des bâtiments. Lors du premier duo, il a principalement été question de l'impact du patrimoine sur l'économie, l'emploi et la formation.
Les deux experts invités à débattre de la question ont pointé une pénurie de main-d'œuvre qualifiée pour la rénovation du patrimoine, alors que la demande ne cesse d'augmenter. On s'est interrogé à différents niveaux sur les raisons de cette pénurie, sur les moyens d'action qui permettraient de favoriser le développement de la formation et de l'entreprise dans ce domaine-là, puisqu'on se rend compte qu'un marché est en train de se développer. À l'issue de ces 4 rencontres, qui se dérouleront jusqu'au 8 juin au siège du CDH, des députés bruxellois espèrent transposer certaines réflexions en mesures concrètes. Les lieux du patrimoine nous permettent, nous, députés, de mieux prendre conscience de la réalité du terrain. J'ai 1 million de questions, d'interpellations qui me sont venues en tête. Je pense que c'est une manière d'avancer, de faire avancer le débat, de faire avancer la législation en matière, peut-être à travers une résolution ou une ordonnance, nous verrons encore. Mais ces duos-là nous permettent vraiment de réfléchir et de bien prendre conscience de ce qui existe. Quittons à présent Bruxelles pour nous rendre dans l'arrondissement de Verviers. Nous sommes allés à la rencontre de 2 mandataires communaux. Le plus jeune et le plus ancien conseiller communal nous parlent de leur engagement en politique, chacun avec sa dose d'expérience ou sa touche de fraîcheur. Découverte. Bonjour, je m'appelle Céline Glisson, j'ai 23 ans et je suis la plus jeune conseillère CDH au conseil communal de Verviers. Je pense que déjà les jeunes sont plus fonceurs, donc on est prêt plus vite à aller au débat et pas forcément à l'affront, mais en tout cas on est plus vite sur le coup et donc pour ça c'est bien aussi, ça apporte une nouvelle vision. Bonjour, Herman Maudou, je suis le plus ancien conseiller communal de Stavelot. Pas le plus vieux, il y a une petite nuance, David. En fait, je suis arrivé à Stavelot avec ma femme en 64 et j'ai très vite fait beaucoup de choses dans la vie sociale, du scoutisme. Et puis, de façon très naturelle, un jour, je suis entré en politique communale. Peut-être qu'il y avait un peu de génétique puisque mon père avait été conseiller communal dans un tout petit patelin du Hainaut. Qu'ils soient dans la majorité ou dans l'opposition, ces 2 conseillers communaux se sentent utiles dans le mandat qu'ils exercent. C'est vrai qu'ici nous on est dans l'opposition, donc on a peut-être un peu l'impression d'avoir moins notre mot à dire et pourtant on peut quand même faire bouger les choses, donner notre avis en tout cas au sein du parti et donc ça c'est vraiment très chouette. Oui, c'est important ça, de se rendre compte qu'on est utile, mais il faut être utile sans se prendre trop au sérieux. C'est ça aussi important. La vie de mandataire communal, c'est parfois beaucoup de sacrifices, comme en témoigne l'épouse d'Herman. C'est pas bon pour la vie de famille. Beaucoup d'absences, beaucoup de soucis qu'on partage, c'est vrai, on s'intéresse malgré tout. Mais des réunions jusqu'à pas d'heure, à partir de pas d'heure. Quant aux périodes électorales, n'en parlons pas, ça c'est la totale. Et tu te souviens quand il t'a annoncé qu'il allait se mettre sur la liste ? Est-ce que je me souviens de ça? J'ai l'impression que ça a toujours été. C'est vrai qu'on a toujours été chez moi quand on m'intéressait à la politique, du fait que mon papa travaillait un peu dans le milieu, etc. Mais bon, c'était pas non plus vraiment, on n'était pas vraiment une famille méga engagée dans la politique. Je crois que le fait de vivre dans une famille où on parle politique, ou en tout cas des choses que la politique fait, devrait faire ou n'aurait pas dû faire, que ça fait le fond de bouillon sur lequel ça germe, je pense, oui. Mais maintenant, je pense que sans avoir un père qui a fait un peu de politique, j'aurais quand même fait de la politique. Je crois qu'à un moment donné, on fait ça naturellement. On fait de la politique parce qu'on s'occupe des choses. À Verviers, les plus anciens se font un point d'honneur de laisser la main aux plus jeunes et de transmettre leur savoir. Ici à Verviers, on a vraiment eu la chance d'avoir des aînés en politique qui ont eu vraiment beaucoup de fonctions avant, qui ont été chefs pendant de nombreuses années. Et nous, eux ont vraiment, nous ont vraiment appris notre métier, en tout cas nous ont vraiment expliqué plein de choses, par exemple comme le budget communal. Quand on passe toute sa vie au milieu de jeunes, c'est naturellement qu'on pense aux jeunes à un moment donné. C'est d'ailleurs une de mes grandes joies, de nos grandes joies à Stavelot, c'est d'avoir trouvé des jeunes, on peut le dire, vraiment extraordinaires. À l'approche des élections communales, Cécile et Herman n'ont qu'un seul mot pour les jeunes qui souhaiteraient s'engager en politique. Moi, je dis justement aux jeunes, engagez-vous, on a besoin de vous. Je ne donne pas volontiers des conseils aux jeunes. Quand on n'a plus que des conseils à donner, c'est pas bon.
Mais quand on me le demande, je dis vraiment, restez vous-même. Restez vous-même, faites ce que vous voulez faire. C'est ça le plus important. Et voilà, on arrive déjà à la fin de cette émission. Je vous rappelle bien entendu que vous pouvez revoir tous ces reportages sur le site du CDH, www.lecdh.be. Rendez-vous à la prochaine émission. À très bientôt.